je suis Stéphane Morteau. Dans le cadre de la Semaine du cerveau sur Orléans, je vais vous présenter le sujet qui porte sur les toxiques et le système nerveux, en particulier les toxiques qui peuvent être responsables de dangers, mais qui peuvent également aller sur les thérapeutiques. Cette deuxième partie sera effectuée par notre collègue hospitalier Pascal Auzou, le docteur Pascal Auzou. Moi, je vais me centrer sur les toxiques qui dérangent, autrement dit sur les molécules qui posent problème du point de vue de la santé humaine. Alors, je ne vais pas faire une liste exhaustive de tous les composés chimiques qui peuvent être un inconvénient pour la santé humaine. Je veux juste commencer par vous expliquer que la neurotoxicité, c'est l'action d'un poison, donc d'une substance, sur le système nerveux. Et en général, cette molécule, elle interagit avec des mécanismes déjà présents au niveau du cerveau, des récepteurs notamment, et beaucoup au niveau de la synapse, donc qui est la structure qui est ici et qui sert donc à communiquer d'un neurone à un autre neurone. Et la perturbation de ces synapses et de l'ensemble des signaux qui sont produits par ces neurones, la perturbation de ces signaux peut conduire éventuellement à la mise en place de troubles neurologiques et donc potentiellement de pathologies. Alors je vais commencer par des molécules qui sont des molécules naturelles, parce qu'il ne faut jamais oublier que dans l'environnement, il existe un ensemble de molécules qui peuvent être néfastes à la santé. Et je vais vous donner déjà un exemple qui correspond à une plante, qui est le datura, que vous connaissez peut-être, qui est une plante qui sert aussi d'ornementation, qui est originaire d'Amérique du Sud, Amérique centrale. Et on l'appelle également herbe du diable, parce qu'elle a des effets neurotoxiques évidents. Alors, c'est une plante qui a beaucoup été utilisée pour des utilisations entre guillemets récréatives, autrement dit, du point de vue de ses particularités psychotropes, parce qu'elle contient des molécules qui ont des propriétés hallucinogènes. J'ai mis deux exemples ici. Elle synthétise un ensemble de molécules, la scopolamine, l'atropine. Donc, il y a tout un ensemble de composés qui sont maintenant bien connus et même utilisés d'un point de vue pharmacologique. Et il faut savoir que ces molécules-là peuvent interagir avec des récepteurs, notamment des récepteurs qu'on appelle muscariniques, donc des récepteurs à l'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur du système nerveux. Et en fait, en empêchant le fonctionnement de ces récepteurs, eh bien, ça conduit à d'intenses hallucinations et puis à des amnésies antérogrades. Alors c'est une molécule que vous connaissez peut-être par ailleurs parce qu'elle a été utilisée notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale comme sérum de vérité, notamment en Angleterre, le pentotal, qui était à partir de dérivés de cette plante. Il faut savoir que l'utilisation de cette plante et des composés associés peut être mortelle, puisque ce mélange peut avoir des conséquences vraiment désastreuses au niveau du système nerveux. Alors ça, c'est le premier exemple d'une substance biologique. Je vais vous donner un deuxième exemple, puisque là, c'est vraiment une consommation qui est en général volontaire lorsqu'elle est utilisée, mais un problème qui a beaucoup lieu au Moyen-Âge et qui est présent sporadiquement au niveau mondial, mais beaucoup plus rarement maintenant, c'est le cas de l'ergot de seigle. L'ergot de seigle, c'est un champignon qui pousse sur le seigle. Donc on voit ici des grains qui sont contaminés, et donc le champignon contamine donc ces grains, et on les trouve ici. Donc forcément, potentiellement, ça pouvait rentrer dans la composition des farines de seigle. Eh bien, ce champignon synthétise une molécule qui s'appelle l'acide lysergique, et cet acide lysergique va avoir des conséquences désastreuses sur le système nerveux, tout simplement parce qu'il interagit, là encore, avec des molécules du système nerveux. Alors, je vous montre sur cette diapositive 3 images de neurotransmetteurs. Donc, les neurotransmetteurs sont figurés en noir, et en bleu, on voit la superposition de cet acide lysergique ici. Donc, potentiellement, il est reconnu comme étant de la noradrénaline, de la dopamine ou de la sérotonine, qui sont 3 neurotransmetteurs très importants du système nerveux. Et notamment, ces neurotransmetteurs, ils participent à la régulation donc, du signal pour un neurone cible. Et si ces 3 composés sont présents, eh bien, il va y avoir une altération du signal et ça devient des messages qui deviennent erronés. Alors, c'était très connu donc, au Moyen-Âge. On appelait également des pathologies qui étaient associées, des pathologies associées au diable, parce que ça commençait par des troubles sensitifs, des picotements, des fourmillements, des démangeaisons, des choses qui n'étaient pas comprises. Et puis en plus, il y avait une sorte d'ivresse qu'on appelait l'ivresse ergotique. Et il y avait donc une altération comportementale qui correspondait un peu de la folie. Puis il y avait des douleurs comme des brûlures aussi. Les gens avaient l'impression de brûler de l'intérieur. Et à terme, en fait, il y a des vertiges, des céphalées, des hébétitudes
des hébétudes, pardon, des anomalies de la vue, et ça finissait même par une nécrose des membres, et notamment ça conduisait à la perte des extrémités des membres au niveau des doigts, au niveau des pieds, voire des amputations. Alors ça a été réglé maintenant par la reconnaissance de ces grains, et on sait maintenant d'où ça vient, donc on sait trier, on fait attention à ces aspects-là, puis il y a également des traitements avec des antifongiques par rapport à ces céréales. La troisième molécule naturelle est beaucoup plus problématique actuellement parce que c'est une molécule qui est présente dans notre environnement. Il s'agit d'une molécule qu'on appellera simplement la BMAA. C'est une cyanotoxine. Cette cyanotoxine, elle est produite par des cyanobactéries que vous avez peut-être déjà vues dans l'eau. Et ces cyanobactéries, elles sont de plus en plus présentes à cause de l'eutrophisation du milieu, de l'environnement, et à cause du réchauffement climatique également. Et elle pose un vrai problème parce que cette cyanotoxine est vraiment très toxique pour le système nerveux. Alors, ce problème, il existe également en France, puisque dans les années 2016, il y a eu tout un ensemble de mesures dans des coquillages en bord de mer qui a montré la présence de cette cyanotoxine. Et c'est le cas notamment au niveau de l'étang de Thau, mais un peu partout. Et il y a eu le problème en région centre il y a quelques années, puisque vous avez peut-être entendu un été que des chiens sont morts après avoir bu de l'eau qui était contaminée par ces cyanobactéries. Et donc la présence de cette cyanotoxine avait conduit à leur mort. Et il faut savoir que cette molécule se concentre dans la chaîne alimentaire. Et c'est un vrai problème parce qu'en fait, on se demande si une part des neuropathologies type Alzheimer, je vais vous montrer aussi également Parkinson et la sclérose latérale amyotrophique, ne sont pas associées à la présence de cette molécule dans un certain nombre de cas. Donc la question est posée et on a un certain nombre d'éléments qui laissent penser qu'effectivement, cette molécule a des effets neurotoxiques à long terme et que c'est un vrai problème de santé publique. Alors, pour vous donner l'exemple historique, c'est l'exemple de l'île de Guam qui se trouve ici. L'île de Guam, dans l'île de Guam, il y a une fréquence concernant la sclérose latérale amyotrophique et de formes de Parkinson particulières associées à de la démence, beaucoup trop importante par rapport à la fréquence normale. Et ça, c'est dû au fait que ces cyanobactéries qui sont fortement présentes produisent de la molécule qui s'accumule dans des racines qui sont consommées par la population. Et cette consommation de molécules, cette concentration de molécules fait que les animaux qui s'en nourrissent, qui sont eux-mêmes d'ailleurs consommés, comme les chauves-souris type roussette, ou les végétaux directement, fait que la population qui les consomme eux-mêmes bioaccumulent ce composé qui, à terme, va finir par détruire le cerveau. Et vous voyez ici des gens qui sont atteints de cette sclérose latérale amyotrophique en Papouasie et qui concerne donc tout un ensemble d'altérations, de destruction du système nerveux et que cette forme de SLA et de Parkinson associée à de la démence est associée à cette consommation donc, de BMAA. Alors, il faut savoir que concernant les pathologies pouvant être provoquées par cette molécule, la sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot est une possibilité forte. Il faut savoir que dans cette maladie, on connaît une part génétique, ça c'est indéniable, il y a des formes génétiques, mais tout ce qui est en violet ici, ça correspond aux formes sporadiques, donc qui arrivent de temps en temps dans une famille, pour lesquelles on ne connaît pas l'origine du tout. Et cet aspect environnemental est fortement soupçonné, et c'est pour cela que ce type de molécule est particulièrement intéressante à étudier et qui a une sorte de priorité par rapport à cette étude. Alors, on s'intéresse, nous, au laboratoire, en partie, justement, aux effets des expositions chroniques et à faible dose de cette molécule au cours du développement. Alors, la maladie de Charcot, vous connaissez, hein, puisque le professeur Stephen Hawkins en était atteint, et que ça correspond à une destruction des neurones et à une destruction de la conduction électrique jusqu'au niveau musculaire. Alors, il faut voir que là encore, c'est un schéma un peu compliqué, mais c'est juste pour vous illustrer le fait que cette molécule, elle est transformée dans l'organisme et que les molécules qui sont obtenues à partir de la BMAA d'origine vont pouvoir interagir avec des récepteurs pour une raison simple, c'est que cette molécule, elle est proche d'un acide aminé et que les métabolites qui sont produits sont des homologues structuraux, du glutamate notamment, et donc vont être reconnus par un ensemble de récepteurs qui sont censés reconnaître un neurotransmetteur, mais là qui donnent un message erroné à la cellule. Et à terme, ça crée un stress oxydatif,
ça crée des accumulations d'ions qui ne sont pas adaptés par rapport aux besoins de la cellule, une altération au niveau mitochondrial, donc ça c'est une mitochondrie, et puis il y a également des altérations sur les cellules qui entourent les neurones, donc les astrocytes, avec là aussi une toxicité concernant ce type cellulaire. La conséquence de ça, c'est une neurodégénérescence qui est directement liée à l'accumulation de cette molécule qui s'accumule progressivement dans le temps dans l'organisme et qui provoque des agrégats protéiques. Alors on trouve des choses qui sont assez proches de ce qui est observé dans le cas de la maladie d'Alzheimer, mais c'est un petit peu différent, mais on a là également des agrégats protéiques. Et puis là, je vous montre une étude qui est très récente, ça c'est un article de 2019, ce n'est pas que pour la santé humaine que ça a un impact, parce que là vous avez une population de dauphins qui est très affectée par ça, aux États-Unis, sur la côte atlantique américaine, où il y a un nombre d'échouages de plus en plus important de grands dauphins. Et quand on fait les études histologiques de ces dauphins, on retrouve cette BMA au niveau cérébral, et deux, quand on fait l'histologie, on observe des agrégats, des malformations neuronales de type sclérose latérale amyotrophique ou de type Alzheimer. Et la question est donc fortement posée par rapport à l'espèce humaine, à savoir, est-ce que la consommation accidentelle de son composé, ou l'exposition d'ailleurs aussi par voie aérienne, peut avoir des conséquences à terme et donc conduire à un développement progressif aboutissant donc à une forme de sclérose latérale amyotrophique ou de Parkinson ou encore d'Alzheimer. Alors, je vais vous parler maintenant, un peu pour finir, par rapport à cette histoire de composés toxiques qui, là, n'ont pas une origine naturelle, mais qui ont une origine anthropique. Et le meilleur exemple, c'est le cas concernant Parkinson. En fait, la maladie de Parkinson, je ne vais pas vous la décrire en détail, c'est une pathologie très complexe. Et cette pathologie, elle est en fait très mal connue. On connaît très bien les symptômes, on sait très bien ce qui s'y passe au moment où la pathologie est en phase terminale, avec la mort des neurones sérotoninergiques. En revanche, toutes les étapes entre l'initiation de la pathologie et les étapes où on commence à avoir des symptômes, ça c'est extrêmement mal connu. Et on suggère maintenant que ce départ peut être très précoce, qu'il est associé avec un risque génétique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une base génétique qui n'est pas forcément bien déterminée, qui dépend de la personne, et des événements qui interagissent avec ce fond génétique, qui peuvent être des événements inflammatoires, qui peuvent être des événements d'intoxication, etc. Et que progressivement, la maladie se met en place à bas bruit, jusqu'au moment où des premiers signes sont potentiellement détectables si on les recherche, parce qu'il y a des signes que l'on peut voir avant les symptômes classiques, mais que l'on pourrait voir si on savait que les gens développaient ce type de pathologie. Et puis il y a ensuite les signes moteurs caractéristiques qui se développent et le Parkinson diagnostiqué en stade tardif. Alors il faut savoir qu'il y a des formes génétiques, mais qu'elles sont rares, et que la majorité des cas, là encore, comme tout à l'heure, ce sont des cas sporadiques. Et donc, ça laisse penser, d'autant plus que cette pathologie augmente, qu'il y a un effet environnemental important. En effet, la maladie de Parkinson, eh bien, on voit sa prévalence, le risque de développer une maladie de Parkinson a augmenté de 2 fois en 25 ans. Et donc, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Si on regarde sur le territoire français, on se rend compte qu'il y a des répartitions, et donc ce n'est pas une répartition homogène, ce n'est pas que dû au vieillissement de la population. Et il se trouve que si on regarde d'un point de vue professionnel, malheureusement, il y a une catégorie professionnelle qui est fortement touchée, c'est la population agricole. Et en effet, la population agricole voit son risque augmenter de 13% par rapport à la population générale. Et dans le milieu agricole, ce sont les viticulteurs qui sont le plus affectés, parce que le risque est augmenté de 10% par rapport aux autres agriculteurs. Et cette incidence augmente avec la taille des surfaces. Donc on voit bien que là, il y a un problème, parce qu'il y a donc une association entre probablement une exposition à quelque chose au niveau environnemental et le développement de ces pathologies. Alors on connaît un exemple qui est un exemple en toxicomanie qui expliquait des formes de Parkinson et qui a donné la clé de compréhension sur ce qu'il se passait. C'est ce qui s'est passé dans les années 70 aux États-Unis avec la synthèse de drogues. Donc c'est une drogue, là encore, hallucinogène. Alors les gens avaient tendance à la fabriquer chez eux. Et quand ils fabriquaient cet opioïde de synthèse, le MPPP,
eh bien, il le contaminait avec un dérivé qui n'a pas les mêmes propriétés, mais qui était dans le mélange. Et ce MPPP, malheureusement, il est métabolisé par notre organisme grâce à une enzyme qui s'appelle la monoamine oxydase B, qui donne ce produit-là, le MPP. Le MPP+, son problème, c'est qu'il est reconnu comme étant de la sérotonine. Et comme il est reconnu comme étant de la sérotonine, il va rentrer au niveau de la synapse, il va être intégré dans tous les systèmes qui impliquent la sérotonine, donc il va interférer là encore avec les mitochondries, dans la chaîne de respiration de la mitochondrie, il va interférer avec des enzymes qui étaient censées traiter la sérotonine, et puis il va interférer avec la vésicule synaptique et être libéré à nouveau à la place de la sérotonine. Conséquence de ça, un Parkinson. Un Parkinson qui se formait chez ces personnes toxicomanes à un âge relativement précoce, et ça a été très important dans les années 76 et 82, jusqu'en 82. Et là, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que cette molécule, elle ressemblait à quelque chose. Et elle ressemblait à quoi? Elle ressemblait à un herbicide. Cet herbicide, c'est le paraquat. Le paraquat, il a la même structure que ce composé neurotoxique, et en fait, il a été interdit depuis, mais cette exposition à ce paraquat donne les mêmes symptômes qu'une maladie de Parkinson, au point que c'est devenu un modèle. Vous voyez ici une publication de 2020. Dans cette publication de 2020, eh bien, on caractérise un Parkinson induit en utilisant le paraquat, parce que, en fait, toutes les étapes qui se produisent pour la mise en place de ce Parkinson, dans un modèle rat, eh bien, vont pouvoir aider à la compréhension du Parkinson humain. Alors c'est un peu terrible, mais c'est de se rendre compte que finalement un herbicide qui n'avait pas pour vocation ce type de toxicité induit bel et bien des formes de Parkinson, hein, avec à la fin des anomalies dopaminergiques, et donc du stress oxydatif et de la mort neuronale, comme on peut le voir ici. On voit d'ailleurs sur l'image ici avec le paraquat, hein, la dégradation ici de la couche neuronale qui est en sombre ici, et qui apparaît plus morcelée que chez le contrôle, qui est ici. Ce qui est important de voir, c'est que ce système-là, ça implique à la fois l'environnement, mais ça implique également le fond génétique, autrement dit les particularités individuelles. Et c'est pour ça que ce n'est pas du tout simple à analyser, parce que nous sommes une population hétérogène, nous n'avons pas le même fond génétique. Toutes les personnes qui vont être exposées à ce type de produit ne vont pas forcément développer une pathologie, mais dans certains cas, il y a des sensibilités qui vont faciliter donc, les altérations. Alors je vous montre un autre exemple, là encore avec des pesticides, mais c'est assez lié au paraquat. Ce sont des enzymes, des molécules qui vont affecter une enzyme en particulier qui s'appelle l'ALDH, ici. Et on sait déjà qu'il existe des pathologies génétiques qui font que si on a des formes altérées d'ALDH, on développe des troubles, une neurotoxicité et des aspects neurodégénératifs. Mais il existe aussi des polymorphismes qui ne donnent pas la pathologie, mais qui sont sensibles. Et ça a été montré grâce à des études justement sur ces polymorphismes d'ALDH, donc avec des modèles in vivo ou sur des cultures cellulaires, là c'est sur du modèle in vivo, avec des différents types de pesticides, et de se rendre compte que sous ces formes polymorphiques de cette enzyme, eh bien, on pouvait conduire à la mise en place d'un processus de toxicité amenant à la mort des neurones dopaminergiques, à la formation d'agrégats protéiques, et que ces altérations conduisaient à une forme, là encore, de Parkinson. Et donc, globalement, on s'est rendu compte que lorsqu'on avait affaire à des pesticides qui touchaient cette enzyme, la LDH2, on augmentait le risque de 2 à 6 d'avoir un Parkinson, et que les variations génétiques de LDH, donc le fait d'avoir un polymorphisme défavorable, augmentait également le risque d'avoir donc, un Parkinson. Donc il y a encore une étude ici de 2014 par rapport à ces aspects-là. Et globalement, on a pu catégoriser tout un ensemble de composés amenant à ces troubles que je vous ai indiqués ici. Alors il y a beaucoup de fongicides qui sont impliqués dans ce type de troubles. Et ce que l'on voit, c'est que souvent, ils sont indiqués ici, là vous en avez tout un ensemble. Le paraquat, il est ici, et vous avez les inhibiteurs de la LDH2 qui sont ici. Donc vous voyez, il y a le maneb, le ziram, le captan, le bénomyl, ici, toute une série
qui touchent différents niveaux et qui vont conduire à la mort cellulaire. Au point que depuis 2010, en fait, il y avait un appel du COSMAP, donc de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture, qui recommandait de reconnaître la maladie de Parkinson comme maladie professionnelle, ce qui est maintenant le cas. Et donc, il y a un tableau de maladies professionnelles dédié donc, au régime agricole. Et donc, il y a une présomption d'origine de Parkinson pour tous les pesticides lorsqu'ils sont utilisés d'un point de vue professionnel. Alors, il faut savoir que vous avez également des produits qui peuvent être utilisés par les particuliers. Hein. Il y en a un ici, la permétrine. C'est un insecticide qui est utilisé, qu'on trouve souvent dans les prises dans les maisons. Alors bien sûr, il y a des effets de concentration. Hein. Je ne vous dis pas que si vous mettez ce type de choses, il y aura un Parkinson, mais il faut savoir que ce sont des molécules qui interfèrent avec notre système nerveux. Globalement, il y a une synthèse, et il y en a une qui est en cours cette année de l'INSERM par rapport à ces molécules-là, donc alors, au risque de ces pesticides par rapport au système nerveux central. Donc l'INSERM, c'est l'Institut national en santé et recherche médicale. Et en fait, pesticides sans distinction, on considère qu'il y a une présomption d'un lien fort avec donc la mise en place d'un certain nombre de troubles neurologiques, que ce soit pour les professionnels, donc les utilisations professionnelles, mais également pour les non-professionnels, donc le jardinage, aussi donc pour les particuliers. C'est vrai si on dissocie les herbicides, et c'est vrai des insecticides. C'est vrai qu'on est toujours surpris que les herbicides, ça attaque les herbes, et que ça a un effet sur nous, mais le problème, c'est que les molécules sont souvent très mimétiques de molécules qui sont présentes également chez les animaux. Je vais finir par un dernier exemple, qui est aussi une molécule sur laquelle on a travaillé, qui est le glufosinate d'ammonium. Alors, ce n'est pas le glyphosate, c'est l'herbicide qui était censé le remplacer. Je vous dis tout de suite, il a été interdit en France il y a 3 ans maintenant. C'est une molécule qui est dérivée d'un poison, là encore, qui provient d'un champignon. C'est cette partie ici. Alors, son problème, c'est que certes, c'est un herbicide, mais il ressemble beaucoup à un neurotransmetteur qui est le glutamate et qui est le neurotransmetteur excitateur principal du système nerveux central chez les vertébrés. On l'appelle également phosphinotricine, PPT, ou glufosinate d'ammonium, GLA. Alors, je vais être très bref sur cet aspect-là, mais je vous montre 2 parties. Donc, une partie qui avait été réalisée initialement sur les projets de Céline Dubourg avec des expositions chroniques sur des modèles animaux adultes. En fait, ce qui a été montré, c'est que cette molécule, la PPT, inhibe une enzyme importante qui s'appelle la glutamine synthétase. C'est ce qui tue les plantes parce que ça provoque une accumulation d'ammoniac et donc ça bloque aussi la photosynthèse parce que ces composés ici sont utilisés pour la photosynthèse. Le problème, c'est que cette enzyme, nous l'avons également. Et dans l'espèce humaine ou chez les animaux, une intoxication aiguë conduit à des crises d'épilepsie. Et ce que vous pouvez voir ici, alors ça c'est chez la souris, donc ça c'est une crise d'épilepsie induite par l'exposition au glufosinate d'ammonium. On voit ici des zones du cerveau qui réagissent à cette exposition. Et ce que vous voyez sur cette image, ce qui est en vert, ce sont des neurones qui sont présents au niveau de la structure qu'on appelle l'hippocampe, qui est impliquée dans la mémoire, qui sont en souffrance et qui potentiellement vont mourir. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce composé était utilisé dans pas mal, et toujours pour beaucoup de pays, dans pas mal de types de cultures, mais c'est qu'on le trouve dans des échantillons humains. Et ça, c'est une étude qui a été faite au Canada, où il y a des mesures de ce composé et de son métabolite qui ont été faites dans du sérum de femmes enceintes ou non enceintes. Chez les femmes non enceintes, on ne trouve pas le glufosinate d'ammonium. Chez les femmes non enceintes, on trouve le glufosinate d'ammonium. Et chez les femmes qui sont enceintes, il disparaît, mais c'est son métabolite qui apparaît. Son métabolite ici, et nous on a testé dans d'autres conditions, son métabolite est plus toxique encore que le produit initial. Et plus inquiétant encore, on trouve ce composé dans le cordon ombilical du fœtus. Et donc ça pose le problème parce qu'en plus les doses sont relativement élevées, ce qui laisse penser là encore qu'il y a une bioaccumulation. Ce que nous on a pu montrer, je vous montre un seul exemple. Ici ce sont des neurones qui migrent. Et les neurones qui migrent, dans le cadre de la neurogénèse chez l'adulte, ils migrent en chaîne comme ceci. C'est très organisé, ils sont à la queue leu-leu, vous voyez, on voit une ligne. En bleu, ce sont les noyaux, et en vert, c'est le corps cellulaire. Donc il y a plein de neurones ici à la queue leu-leu. Si on fait migrer ces neurones-là alors que les embryons ont été exposés in utero, et pas après, eh bien, qu'est-ce qu'on observe sous cette migration? On observe ce type de mécanisme-là. On a des agrégats cellulaires, on a des défauts de migration,
Et en fait, les souris qui avaient été exposées in utero à des faibles doses ont eu un problème comportemental, donc en postnatal, mais à long terme, sans qu'il n'y ait plus d'exposition, c'est-à-dire qu'on avait altéré de façon définitive le système nerveux de ces animaux. Donc bien sûr, on est dans le cadre, là encore, de molécules qui dérangent, puisque là, on perturbe des systèmes qui ne sont pas censés être dérangés par un herbicide. Alors, pour finir, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup d'inconnus sur tous ces systèmes d'exposition de toxiques qui dérangent, et que bien sûr, il faut développer des modèles pour pouvoir les analyser. Notre objectif, c'est de pouvoir mettre en place des connaissances afin de préserver cette sphère qu'on appelle le Une Santé, donc on utilise souvent le terme anglo-saxon, le One Health, qui tient autant compte de la santé de l'environnement que celle des animaux et que celle humaine. Et pour cela, on développe des modèles. Alors ici, vous voyez par exemple vous voyez ici des neurosphères, donc qui sont des systèmes qui permettent de reproduire des mini-neurones en 3D, en in vitro, et qui nous permettent de faire du screening, d'étudier ces composés sur plein de paramètres. Des cultures cellulaires en plus classiques, ici, là, on voit aussi une chaîne de neurones, et puis tout un ensemble d'éléments, y compris comportementaux, qui nous permettent d'étudier sur le long terme les effets des expositions de ces molécules-là. Bien sûr, des molécules toxiques, il y en a plein dans l'environnement. Il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa. On a toujours vécu avec des molécules toxiques dans notre environnement. Je vous donne quelques exemples ici. Donc, bien sûr, on n'est pas toujours directement concerné. Il y a la tétrodotoxine qui est chez ce poisson, la dendrotoxine qui est chez le mamba vert, donc un serpent. Vous avez le curare qui vient d'une plante, la conotoxine qui vient du cône. Et puis vous avez la toxine botulique dont va vous parler le docteur Pascal Auzou. Et donc bien sûr, ces composés toxiques, ils peuvent parfois avoir un intérêt. Et donc il y en a beaucoup, notamment dans ceux-là, qui sont utilisés. Et donc il ne faut pas non plus voir les produits toxiques que comme des vecteurs de mort. Je vous remercie. Et malheureusement, nous ne pouvons pas échanger directement cette année, mais la prochaine fois, j'espère que ce sera faisable.